Il est 19h et c'est l'heure de vous informer sur la RTG à Aude. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et voici le sommaire de cette grande édition d'information. Une pause pour les vacances parlementaires. Les députés et sénateurs doivent reprendre le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple. Du 4 juillet au 3 août 2015, les parlementaires vont au cours de cette session extraordinaire traiter des projets de loi relatifs à la décentralisation et au processus électoral. Clôture officielle ce 2 juillet de l'année scolaire 2014-2015 en RDC. À Kinshasa comme en province, cette journée qui marque le début des vacances pour le bleu et blanc a été caractérisée par la remise des bulletins aux élèves et à leurs parents. Vous pouvez désormais quitter Kinshasa pour la province du Congo central par voie ferrée. La SCTP a lancé récemment le train express pour relier les deux villes 12 ans après, un geste salué par la population congolaise. Et enfin, vous suivrez un incendie qui s'est produit ce jeudi à Kinshasa dans l'immeuble Sojaf Onatra, dans la commune de la Gombe. Pas des pertes en vies humaines, mais des pertes énormes. Des biens matériels ont été enregistrés. Bienvenue à tous dans ce journal. Les députés nationaux et les sénateurs sont obligés de suspendre leurs vacances parlementaires et reprendre le chemin du Palais du Peuple. Et pour cause, une session extraordinaire est convoquée du 4 juillet au 3 août 2015. Des projets de loi relatifs à la décentralisation et au processus électoral seront examinés par les parlementaires au cours de cette session extraordinaire. Il s'agit par exemple du projet de loi portant répartition de sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales, du projet de loi portant statut des chefs coutumiers et de projet de loi organique fixant l'organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central des provinces et des ETD. Et justement, l'Union pour la démocratie et le progrès social n'est pas restée en marge du discours du chef de l'État. Le secrétaire général de l'UDPS, Bruno Mavungu, affirme que son parti est prêt pour participer au dialogue, mais un dialogue qui s'inscrit dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour sa part, le Parti travailliste, par le biais de son président Steve Mbikai, le dialogue doit être dirigé par un fils du pays. Les propos de Bruno Mavungu et Steve Mbikai ont été recueillis par Martin Moudimbi Kapenga, Yannick Bilamou et Serge Moula. Il a dit ce qu'il devrait dire. Je les remercie et même le féliciter, pourquoi pas, d'avoir reconnu la pertinence du dialogue. Le seul point divergent aujourd'hui, c'est la médiation internationale, mais qu'encore, il reconnaît que nos amis, les amis de la RDC, ont toujours fait un travail positif et il demande que ces mêmes amis continuent à faire un travail positif. Je crois que c'est dans ces cadres-là que nous, à l'UDPS, nous souhaitons cette médiation internationale parce qu'une fois de plus, en dehors de tout ce que la communauté internationale n'a cessé de faire chez nous, et puisse encore conduire ces dialogues. Je propose au chef de l'État, comme il y a des divergences, certains gens pensent qu'il faut qu'il y ait une médiation internationale. Et nous autres, nous disons qu'il faut que ce soit un dialogue rien que pour les Congolais. Je propose au chef de l'État de mettre sur pied une commission préparatoire où chacun va amener ses prétentions et quand on va se rencontrer, sûrement qu'il y aura un consensus. Parce que tant que les gens sont chacun dans son coin, eh ben, c'est difficile qu'on puisse s'entendre. Mais s'il y a une commission préparatoire à ce dialogue, nous tous on va se discuter et nous allons faire comprendre aux gens que ce qu'ils appellent communauté internationale, ce ne sont que les colonisateurs du temps moderne et que le pays, après 50 ans d'indépendance, ne doit pas continuer à dire aux gens venez nous coloniser, venez nous coloniser. Nous pensons que c'est assez. On est assez grand, assez adulte pour que nous-mêmes nous puissions résoudre nos problèmes.
Nous allons parler des travailleurs du Congo dont l'intersyndicale invite le gouvernement à créer un cadre de dialogue avec les travailleurs du Congo. Celui-ci permettra aux deux parties d'avoir un contact direct pour discuter des questions importantes en matière du travail. C'est le porte-parole de cette intersyndicale, Guy Coucou, qui l'a dit au cours d'une réunion organisée à Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Abdoul Soko, Jean-Jacques Kalonji et Serge Moula nous en parlent. Ils sont sortis du silence, question pour eux d'affirmer qu'ils sont marginalisés par le gouvernement congolais. Les membres de l'intersyndicale des travailleurs du Congo s'estiment mal considérés par l'autorité. C'est dans cette optique qu'ils se sont réunis dans la salle de conférence de Notre-Dame de Fatima à Gombe. Objectif, trouver des voies et moyens pour se faire entendre par l'autre partie. Au cours de cette rencontre, les participants ont émis le vœu de créer un cadre de dialogue des travailleurs du Congo. La structure permettra à l'intersyndicale d'avoir un contact direct avec le gouvernement pour discuter des questions importantes du pays. Nous avons salué l'initiative du chef de l'État. Mais ce qui va manquer, il n'a pas pris la composante la plus active dans tous les pays du monde. La composante la plus active, ce sont les syndicats des travailleurs. Il n'y en a pas deux. C'est les syndicats des travailleurs. Nous avons démontré que les syndicats sont une force à part dans la société civile. Parce que dans la société civile, il y a des ONG, des oncles, pères, mères, familles, enfants, clans, provinces, tout ça. Mais les syndicats, nous sommes dans toute la République, dans toutes les provinces, dans tous les recoins. Même là où l'État n'intervient plus, nous les syndicats, nous intervenons. Donc nous sommes une force à part et nous sommes conscients de cela. Si la nation n'est pas encore consciente de ça, elle sera consciente un jour. Pour l'intersyndicale, le développement de la RDC doit être la conjugaison des efforts de tous les fils et toutes les filles. Cap vers la province du Kasaï oriental où la Commission nationale d'installation de nouvelles provinces est arrivée jeudi à Mbujimaï. Vous le savez, la province du Kasaï oriental doit être démembrée pour former 3 nouvelles provinces, à savoir les provinces du Sankuru, de l'Omami et du Kasaï oriental. Suivez le porte-parole de cette commission, M. Mena Wamena, au micro de notre correspondant à Mbujimaï, Jean-Hubert Bondo. Notre pays va passer de 11 à 26 provinces. Et des commissions qui devront se rendre dans les provinces à démembrer. Et les 15 membres qui ont été désignés pour la province du Kasaï oriental, nous nous trouvons à Mbujimaï. Nous sommes venus présenter nos habilités au gouverneur et lui parler plus ou moins de la mission qui nous a été donnée par le gouvernement central à Kinshasa. Cette mission consiste, 1, à faire l'état des lieux de la province, à relever le passif et l'actif de la province, et 3, voir comment repartir le patrimoine financier, immobilier de la province et humain, les ressources humaines. On est là pour 10 jours, mais on peut toujours allonger ça de 5 jours. Nous avons une commission de 15 personnes, nous allons le scinder en 3. Il y a une partie qui va se rendre à Kabinda, l'autre à Lusamba. Et nous allons tous nous retrouver ici pour mettre en commun le rapport que chaque sous-commission aura eu à faire. Et après cela, nous allons déposer ce rapport au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale. Autre titre de l'actualité, un nouveau programme d'éducation civique et électorale en RDC. Il s'agit de Congo Democratia qui a été lancé ce jeudi à Kinshasa, appuyé par l'Agence américaine pour le développement international et le département britannique pour la coopération internationale. Ce programme devra aider les citoyens congolais à mieux comprendre leurs droits et obligations en rapport avec les élections. Richard Chakokanengele et Yannick Bilamou nous en parlent dans ce reportage. Pour opérer un choix judicieux de leurs dirigeants, les citoyens se doivent de bien comprendre les enjeux. Pour ce faire, il est essentiel de les pourvoir d'une bonne éducation civique et électorale. C'est le sens de ce nouveau programme dénommé Congo Democratia que viennent de lancer l'Agence américaine pour le développement international et le département britannique pour la coopération internationale. Ce programme dont la mise en œuvre est assurée par l'ONG Counterpart International avec un budget de 15 millions de dollars d'ici fin 2016
devra aider les citoyens à mieux comprendre leurs droits et obligations en rapport avec les élections. Les représentants de l'USAID, RDC et UCAD ont été unanimes sur le rôle de la CENI et la société civile dans l'éducation civique et électorale de la population. Les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni, à travers ces deux agences, ont salué l'engagement et la détermination des institutions de la République démocratique du Congo qui ne ménagent aucun effort pour mener à bon port le train des élections qui devra atteindre la gare d'ici la fin 2016. Les travaux au chantier du barrage de Zongo 2 doivent reprendre dans le plus bref délai. Le Premier ministre Matata Ponyo, qui l'a déclaré, a effectué sur instruction du chef de l'État Joseph Kabila Kabange une visite d'inspection du barrage de Zongo 2, un objectif qui doit être atteint pour le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Suzy Kibira-Omari. L'objectif de la descente du Premier ministre Matata Ponyo Mapon au barrage de Zongo 2 dans le Congo central était celui de cerner la problématique de l'arrêt des travaux sur ce site pour lequel le chef de l'État Joseph Kabila Kabange tient au respect du délai contractuel de fin des travaux. Matata Ponyo Mapon a été accueilli sur place par le ministre de l'Énergie Matadi Nenga ainsi que la délégation de l'entreprise Sino Hydro qui a la charge de sortir du sol du Congo central une centrale d'une puissance de 150 MW. Le Premier ministre a pris part à une réunion avec les représentants de la firme chinoise Sino Hydro. Des échanges, il en est sorti que 90% d'équipements devront arriver sur ce site. Il s'agit des pièces de turbine, des alternateurs et des transformateurs. Ces partenaires du gouvernement ont salué la volonté du chef de l'État pour la concrétisation de ce projet ainsi que l'accompagnement des institutions de la République aux efforts de la Société nationale d'électricité. Une occasion également pour l'équipe de l'entreprise Sino Hydro de présenter en détail la maquette du projet expliquée par Ferdinand Timbanganira, représentant du maître de l'ouvrage. À l'instar de la centrale hydroélectrique de Sanga et de Zongo 1, celle de Zongo 2 est aussi aménagée sur la rivière Inkisi et devra, à la différence des autres, jeter ses eaux sur le fleuve Congo. Matata Ponyo Mapon a été émerveillé par ce projet du président de la République dont les machines produisant le courant électrique seront installées. L'atelier de fabrication électromécanique où sont entreposés les gros équipements a également été visité. Nous avons été instruits par son Excellence Monsieur le Président de la République de passer sur terrain pour pouvoir évaluer l'état d'avancement de ces travaux et surtout nous enquérir sur les motifs profonds et objectifs de l'arrêt des travaux. Et nous sommes en train de réaliser effectivement que ces travaux se sont arrêtés, mais qu'il y a urgence, conformément à la volonté du chef de l'État, de redémarrer le plus rapidement possible les travaux pour que de l'énergie soit offerte à la population quinoise et afin que les travaux de développement, les travaux de la révolution, la modernité puissent s'exécuter conformément aux normes classiques. Avec une chute de 105 mètres pour une puissance de 150 MW, les ménages de la ville de Kinshasa, ceux du Congo central ainsi que les industriels sont comptés sur la liste des bénéficiaires de ces méga-projets. Parlons finances. Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, a abrité du 30 juin au 1er juillet le forum économique sous le thème « Nouer les partenariats pour accélérer l'industrialisation et les résultats en Afrique ». Rencontre qui a mis face à face la Chine et les délégués des pays africains. La République démocratique du Congo a été représentée par le ministre des Finances, Henri-Yves Moulang. C'est un reportage signé Magimbuku Muzembe. L'accélération de l'industrialisation et de la production en Afrique, la création des zones économiques spéciales et des parcs industriels fonctionnels, l'amélioration des infrastructures, la promotion des investissements privés, voilà les quelques thèmes autour desquels a été organisé le Forum africain sur les partenariats pour accélérer les investissements, l'industrialisation et les résultats en Afrique. C'est le Premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie qui a ouvert ces travaux en présence des représentants des institutions financières internationales, groupe de la Banque mondiale, Fonds de développement Chine-Afrique, Banque chinoise de développement et ceux de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI. À cet effet, l'expérience de la Chine dans plusieurs domaines ainsi que celle d'autres pays africains ont été partagées. La Chine, qui a mis en jeu des dizaines de milliards de dollars américains
tient à promouvoir les dialogues entre décideurs politiques et investisseurs privés, aussi bien étrangers que locaux, sur l'orientation de ces investissements pour les besoins réels de la population. La délégation de la RDC a été conduite à ces forums par le ministre des Finances, Henri Yves Moulang, désigné parmi les panélistes pour partager l'expérience de la République démocratique du Congo en matière des zones économiques spéciales, question d'attirer le plus d'investisseurs et mobiliser ainsi des financements autour de ces projets. Les attentats terroristes continuent à frapper l'Égypte. Le procureur général égyptien Hicham Barakat et 11 autres personnes ont été tirées le 29 juin dernier dans une attaque perpétrée, selon les autorités égyptiennes, par les frères musulmans. Ce jeudi, l'ambassadeur d'Égypte a tenté de démontrer l'implication de cette confrérie dans le terrorisme qui secoue son pays. Patrick Pezozanetti et Sylvain Bété l'ont écouté. À en croire l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, les frères musulmans sont responsables de l'attaque du 29 juin contre le convoi du procureur général d'Égypte. Hicham Barakat et 11 autres personnes ont été tuées. Anissala a souligné ce qu'il qualifie de graves erreurs de certaines entités occidentales de distinguer les groupes terroristes radicaux plus violents et d'autres modérés, vu que ces groupes partagent la même idéologie et la même pensée. L'un des membres éminents de la confrérie terroriste Ahmed El Moughir, connu sous le nom de l'homme de Khayrat El-Shatr, le guide spirituel adjoint de la confrérie, avait annoncé le 30 juin, à travers son compte Twitter, le meurtre du procureur général de la République, avant l'annonce officielle de sa mort. Se réjouissant de sa mort, il a également menacé d'assassiner le nouveau procureur général. Et ça, c'est dur, ça, c'est fort. Ça, c'est un message très clair. Et toutes les communautés internationales, il n'a rien dit, mais s'il y a quelqu'un de le frère musulman entre les prisons ou quelque chose, toutes les communautés internationales et tous les Occidents se réveillent et ça pense d'Égypte. Selon le gouvernement égyptien, les frères musulmans et les groupes terroristes qui y sont alliés avaient menacé à plusieurs reprises de cibler les juges et les membres de l'office du procureur général suite aux différentes sentences prononcées par la justice égyptienne contre la confrérie, telles que le meurtre de 3 juges martyrisés à El Arish en mai dernier. Cela faisait suite à la décision de transmettre les demandes du juge concernant les procès des dirigeants des frères musulmans pour avis consultatif au grand moufti d'Égypte dans le procès d'espionnage et d'évasion de la prison de Wadi Natoun. L'ambassadeur Anissala a émis le vœu de son pays de voir la République démocratique du Congo emboîter les pas aux autres États qui ont classé les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. Anissala a par ailleurs annoncé l'ouverture d'un registre de condoléances à l'ambassade d'Égypte le lundi 6 et le mardi 7 juillet prochain de 11h à 12h et de 14h à 15h. Vous avez donc corrigé avec moi que le procureur général égyptien a été tué ainsi que les 11 autres personnes et non tirées comme dit tout à l'heure. Nous l'avons annoncé au sommaire, 12 ans après, la ville de Kinshasa et la province du Congo central sont de nouveau reliées par le chemin de fer. En attendant le train ordinaire, Kinshasa-Matadi, la société commerciale des transports et ports, a lancé dernièrement le train express sur cette ligne. Action du reste saluée non seulement par la Kinshasa et du Congo central, mais aussi par les agents de l'ex-ONATRA. Coup d'œil sur ce train avec David Fidel-Luzolo et Suzy Kibiro-Marie. La révolution de la modernité se conjugue chaque jour au présent à la Société commerciale des transports et ports ex-ONATRA. Après la remise à flot de l'ITB Kokolo, revoici le train express Kinshasa-Matadi. C'est un train rénové. À la tête du convoi, une locomotive puissante tirant une dizaine de voitures. Ensuite, une voiture de service transportant le grand groupe électrogène pour alimenter tout le train en courant électrique. Puis, un wagon-bar organisé de manière à mettre tous les passagers à l'aise. Un wagon-restaurant avec une cuisine équipée de tous les matériels et ustensiles, ainsi que des wagons passagers. Ici, il y a 3 classes. 2 de ces classes sont climatisées et équipées en téléviseur. Si la deuxième classe traduit déjà le luxe et le confort que le concepteur a voulu y mettre, la première c'est la classe VIP.
Cette dernière est équipée en fauteuil bascule. Rien à envier aux autres trains modernes du monde. À l'intérieur de ce train, on peut non seulement s'informer ou se divertir par la télé, mais aussi et surtout se détendre par la musique. De quoi bercer les passagers. En tout cas, la population le long du chemin de fer n'a pas attendu 48 heures pour laisser éclater sa joie et sa gratitude à l'égard de l'initiateur de la révolution de la modernité, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Ces populations riveraines ne sont pas les seules à saluer la reprise de cette ligne. Les agents de l'ex-ONATRA, surtout ceux de la ville portuaire de Matadi, qui ont longtemps attendu cette résurrection, n'ont pas hésité à apprécier à leur juste valeur les efforts entrepris par les dirigeants de la SCTP. À l'occasion de la reprise de ce trafic, la gare Kin Est et la gare de Matadi, point de départ et d'arrivée de ce train, sont en train de revêtir leurs plus belles robes avec les travaux de réhabilitation des bâtiments et d'autres équipements comme les réverbères et les lance-voix. Autant le train Kinshasa-Matadi et les gares SCTP font peau neuve, autant le personnel et l'équipage de ce train, des électriciens aux hôtesses, en passant par les machinistes, les chefs trains, les techniciens visiteurs de la rame et les mécaniciens, tout le monde est prêt pour accueillir les passagers à destination de Matadi, dans la province du Congo central. Cette question maintenant, connaissez-vous le poisson appelé Itoptisa myodo, communément connu sous le nom de sambaza? Ce type de poisson très riche en nutriments évite à son consommateur des maladies cardiovasculaires. Il occupe une place importante dans la chaîne alimentaire de la population de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Allons à la découverte des pêcheurs du lac Kivu et du poisson sambaza avec David Fidel Zolo et Patrick Pezozanetti. Au marché de la pêcherie du lac Kivu, situé à 4 km de l'est de la ville de Bukavu, se développe une intense activité économique. Des pirogues de pêche arrivent l'une après l'autre pour écouler les poissons capturés par les membres de cette association. Chez nous, quand vous assistez au débarquement de poissons, vous allez trouver qu'il y a un grand nombre de mamans qui se présentent pour acheter. Le poisson qu'on appelle sambaza, mais scientifiquement c'est un poisson qui s'appelle l'Hypnotipsa myodon. La pêche au sambaza s'est fait ici depuis 1995. Ce poisson est une race transplantée du lac Tanganyika par les colons belges. C'est une espèce riche en vitamines. Ces petits poissons exigent une bonne conservation. Aucune inquiétude donc pour les nombreuses vendeuses de Bukavu, car la température de la ville varie en moyenne entre 20 et 24 degrés Celsius, amplement suffisant pour conserver les sambazas. Si la nuit tombe avant que je ne termine, j'amène ça chez moi et j'en fais un fourneau pour en revendre demain. À Bukavu, 6 familles sur 10 mangent les sambazas au quotidien, non seulement à cause de sa valeur énergétique, mais aussi de son bas prix qui oscille entre 500 et 1000 francs congolais. Honorine Chibambou, la sœur de Pascal Chibambou, étudiant à l'ISDER Bukavu qui nous servait de guide, est une excellente cuisinière de sambaza qui se mange ce soir à la lumière de la bougie. Pour se convaincre des valeurs nutritionnaires de ce poisson, nous nous sommes rendus au laboratoire du Centre national de recherche nitrobiologique de Bukavu qui mène les études sur ce type de poisson. Si vous prenez 100 grammes de poisson de sambaza, vous avez environ 375 kilocalories. Donc l'énergie que ce poisson nous fournit. Aussi, sur le plan médical, on sait que le poisson nous apporte des protéines qui sont très bénéfiques et nous évite des maladies cardiovasculaires. Selon les statistiques, la production l'an des sambaza dans le Kivu est de 6000 tonnes, de quoi soutenir une petite économie. Merci. De retour à Kinshasa, l'immeuble Soja Fonatra situé au croisement des avenues Colonel Ebeya et TSF à la Gombe, non loin de l'IFASIC, a connu un incendie ce jeudi. Bilan, une grande perte de biens matériels, pas de perte en vies humaines. L'incendie aurait été causé par le feu issu des braises de la cuisine. À Bloussoko, Serge Molois était présent sur le lieu.
C'est sous le regard impuissant que la population a contemplé l'incendie qui a ravagé les 2 appartements 2 et 3 de l'immeuble Sojaf Onatra, situé au croisement des avenues Colonel Ebeya et Tézef, non loin de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Bilan, une grande perte en biens matériels. Cet incendie serait causé par un feu dans un sac des braises à la cuisine. Moi, je suis un passant, constatant le feu qui embrasait plus de 2 locaux de l'immeuble en présence de plusieurs personnes, mais qui ne réagissaient pas. J'ai pris mon courage et je suis la première personne à intervenir avec de l'eau pour éteindre le feu, après quoi les autres m'ont rejoint. Le feu a commencé par le dépôt de braises et sa cause demeure inconnue. Tous les biens des chambres ont été consumés et rien n'a été sauvé. Seulement nous rendons grâce à Dieu, d'autant plus qu'aucune perte en vies humaines n'a été constatée. Il a fallu 2 camions anti-incendie de l'hôtel de ville de Kinshasa pour maîtriser ce feu. Les familles Bendé et Chafali sont inconsolables pour leurs biens perdus, mais chaque membre est bien vivant. Heureusement que le pire n'est pas arrivé. Ça vous rappelle certainement quelque chose, cette date du 2 juillet, une date célèbre liée traditionnellement à la clôture de l'année scolaire en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier. La tradition a été respectée en lieu et place de la proclamation. Les écoles, pour la plupart, ont procédé à la remise des bulletins aux élèves et aux parents d'élèves. L'occasion est choisie aussi aux responsables des écoles pour faire le bilan de l'année scolaire qui s'achève et faire les perspectives pour l'année scolaire prochaine. Un reportage de Gladys Bananga Linda Kibushi rendu par Patrick Mpezozaniti. La tradition a été respectée à l'enseignement maternel, primaire et secondaire. Les élèves étaient dans leurs établissements respectifs pour recevoir ce qu'ils méritent au terme d'une année scolaire. C'était la joie pour les uns, les pleurs pour les autres au regard des résultats obtenus. Chacun connaît son sort. Les parents ont dû partager les mêmes sentiments que leur progéniture. Si la réussite a fait sourire les uns, l'échec a fait pâlir les autres qui doivent recommencer les mêmes sacrifices financiers. Il faut cependant noter que le calendrier scolaire a été respecté à la grande satisfaction des enseignants et des parents, comme l'atteste le préfet Clémentine Lessambo. C'est le côté positif qui prime sur le côté négatif ici chez nous au complexe Cardinal Monsengo, parce que nous disons que nous avons atteint aux 3/4 les objectifs que nous nous sommes assignés. Il y a eu un suivi qui fait que je suis confiant des résultats que nous avons obtenus à la fin de l'année. Les Bleus-Blancs reprendront le chemin de l'école début septembre 2015. Vive les vacances! Toujours dans ce secteur de l'éducation, sachez que le salon de l'étudiant a ouvert officiellement ses portes ce jeudi à Kinshasa, dans la commune de Lagombe, durant 2 jours, soit du 3 au 4 juillet. Les élèves finalistes, les étudiants et les entreprises vont échanger sur des questions professionnelles, mais aussi sur les compétences. Kioni Kibungu et Linda Kibushi étaient à l'ouverture officielle de ce salon. Le coup d'envoi de cette première édition du Salon de l'étudiant a été donné par le représentant du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Jacques Yuma a appelé les participants à s'inculquer durant ces échanges professionnels des valeurs morales, démocratiques et patriotiques. Ensuite, la délégation du ministre et le directeur du salon, accompagnés des participants, ont eu le plaisir de visiter différents stands des entreprises présentes. Question de savoir un peu plus sur leurs produits. Le secrétaire général du salon de l'étudiant explique l'objectif de cette rencontre. Le salon, c'est un marché. C'est un marché où il y a une offre, il y a une demande. La demande pour nous, ce sont les élèves finalistes du secondaire, les chômeurs qui ont un diplôme mais qui veulent faire un autre métier, les gens qui sont en emploi déjà, mais qui sont peut-être perturbés par le non-épanouissement dans cet emploi-là, qui veulent se reconvertir dans un autre métier. Et l'offre, c'est bien sûr
ce qu'on vient de voir ici, les agences de voyage qui organisent des voyages à l'étranger, les universités, les centres de formation qui donnent des formations supérieures et universitaires et professionnelles. Donc nous mettons ces deux catégories de personnes-là en contact dans l'esprit d'orienter les jeunes à faire des choix rationnels, des choix utiles pour leur avenir. Pendant 2 jours, soit du 3 au 4 juillet de 9h à 18h, les élèves finalistes, les étudiants et les entreprises vont échanger sur des compétences professionnelles. Et puis ce message de vœux adressé au chef de l'État que nous allons lire in extenso à l'occasion du 55e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel du Fonds de promotion de l'industrie ont ainsi l'honneur de présenter à son Excellence Monsieur le Président de la République Joseph Kabila Kabange, aux membres des bureaux des 2 chambres du Parlement, aux honorables députés et sénateurs, aux membres du gouvernement ainsi qu'au peuple congolais tout entier, leurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité. Aussi implore-t-il l'Éternel Dieu Tout-Puissant de soutenir le chef de l'État dans ses inlassables efforts pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la consolidation de la paix et la reconstruction des infrastructures de base dans tous les secteurs de la vie nationale. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde l'intelligence et la sagesse dans l'accomplissement de vos lourdes fonctions à la tête de la nation congolaise. Ce message est signé Constantin Mbengele Tamouk, administrateur directeur général, et Gaston Kisanga Kabongelo, président du conseil d'administration. Mesdames, Messieurs, avant de nous séparer, je vous rappelle l'essentiel de titres développés dans cette grande édition d'information sur la RTG Aouda. Une pause pour les vacances parlementaires. Les députés sénateurs doivent reprendre le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple. Du 4 juillet au 3 août 2015, les parlementaires vont au cours de cette session extraordinaire traiter des projets de loi relatifs à la décentralisation et au processus électoral. Clôture officielle ce 2 juillet de l'année scolaire 2014-2015 en RDC, à Kinshasa comme en province. Cette journée qui marque le début des vacances pour les Bleus et Blancs a été caractérisée par la remise des bulletins aux élèves et à leurs parents. Et vous pouvez désormais quitter Kinshasa pour la province du Congo central par voie ferrée. La SCTP a lancé récemment le train express pour relier les 2 villes 12 ans après, un geste salué par la population congolaise. Et vous avez suivi dans ce journal l'incendie qui s'est déclaré ce jeudi à Kinshasa, dans l'immeuble Sojaf Onatra, dans la commune de Lagombe. Pas des pertes en vies humaines, mais des pertes énormes, des biens matériels ont été enregistrés. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette grande édition d'information. Restez branchés au programme de la RTG Aouda. Au revoir.